La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonjour chers élèves, bonjour amis internautes. Avec un réel plaisir de venir vous faire une analyse littéraire portant bien entendu sur la stratégie argumentative, approche par les courants littéraires. Je remercie au passage M. Camara qui a eu l'initiative à commencer bien entendu par la dissertation. Car le programme en terminale, le programme en première, tout comme également le programme en seconde, point de vue français, s'inscrit autour de la littérature. Autrement dit, les évaluations françaises se fondent sur une analyse faite à partir des œuvres littéraires. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les élèves ont raison sur le principe en définissant bien entendu la littérature comme étant l'ensemble des œuvres écrites, orales, auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Donc, à l'examen du bac, l'élève est invité à faire une composition française se fondant sur un choix, lequel il a la dissertation, il a le commentaire, suivi comme composé, il a le résumé, discussion. On invite les candidats à choisir une épreuve. Soit le candidat choisit la dissertation, soit il choisit le commentaire, soit il choisit également le résumé. Justement, si l'élève arrive à choisir la dissertation, c'est une dissertation qui a un qualificatif et c'est important. Nous ne sommes pas dans une dissertation d'ordre actuel. Ce n'est pas l'actualité, la vie courante. Mais c'est une dissertation qui se réclame exclusivement d'une analyse faite à partir des œuvres littéraires. C'est la raison pour laquelle on dit méthodologie de la dissertation littéraire. Autrement dit, on demande aux élèves à trouver des arguments leur permettant à étayer leur thèse, des arguments leur permettant à étayer bien entendu l'antithèse et des arguments leur permettent également à clarifier la synthèse, tout en sachant bien entendu qu'avec les réformes actuelles, le plan portant sur le sujet de la dissertation est déjà donné sur la feuille, revient donc à l'élève suite à quelques modifications avec des tournures bien précises à trouver le plan qui est donné sur la feuille. Donc, le travail consiste à quoi? Le travail consiste maintenant à bien ancrer le sujet par rapport à son contexte, car que nous sommes au commentaire, que nous sommes au résumé, que nous sommes également à la dissertation, l'écrivain se situe par rapport à deux postulats. Il est écrivain, mais il est de quel dénominateur? Il est écrivain, il appartient à quel courant littéraire? Il est écrivain, il a emprunté quel canon d'expression? C'est la raison pour laquelle, si je prends un exemple trop terre à terre, vous avez rappelé l'élève ne peut pas se dire que Rabelais est issu du 19e siècle. Non, ce n'est pas possible. Rabelais n'est pas du 17e siècle. Et Rabelais n'est pas également, l'élève ne peut pas dire que Rabelais est poète.
Autrement dit, on demande aux élèves à trouver une stratégie argumentative. Or, la stratégie argumentative le permettant à trouver le courant littéraire, car les courants littéraires expliquent l'époque, les enjeux, les crises sociales, tout comme les crises politiques qui ont été à l'honneur de la création de ces courants. C'est la raison pour laquelle, si on regarde dans le rétroviseur du passé, nous verrons que Rabelais est ici bien entendu d'un courant littéraire nommé l'humanisme, auquel nous allons donner la définition. Mais Rabelais a emprunté quel genre littéraire? C'est un romancier. L'humanisme est de quel siècle? Il est du 16e. Le 16e, c'est par définition, correspond à quel courant littéraire? La Renaissance. Car vous n'êtes pas sans savoir que les courants littéraires postulent des types d'hommes, ou bien les courants littéraires postulent des philosophies, car la littérature est certes une arme de combat, mais la littérature propose un idéal d'homme. La littérature propose un idéal d'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme de la Renaissance est baptisé l'humaniste. Homo sum. La devise de Terence. L'homme de la Renaissance est baptisé l'humaniste. C'est qui l'humaniste? C'est l'homme cultivé. C'est qui l'humaniste? C'est l'homme qui embrasse le monde à bras le corps. Pensons à Gargantua de Rabelais, pensons également à Pantagruel. C'est la raison pour laquelle le début se fonde sous Terence en disant quoi? Homo sum, je suis homme et rien de tout ce qui est humain ne m'est étranger. Donc l'humanisme explicite une réflexion devant se fonder sur la dissertation à partir d'une stratégie argumentative, laquelle que vous êtes tout simplement, lorsqu'on vous donne une dissertation, devant se fonder à expliciter l'engagement, à expliciter la didactique, à expliciter également le ludique. Il en est question tout simplement à faire recours au courant littéraire. Pourquoi? Parce que ce qu'on a constaté bien avant l'humanisme, il y avait ce qu'on appelle le 15e siècle, baptisé le Moyen-Âge. Que Rabelais taxa d'époque ténébreuse, d'époque purement sombre. Les individus ne sont pas civilisés. C'est l'homme à l'état de nature. Bienvenue à la loi de la jungle. Et pour autant, le courant qui était de l'époque, c'est la scolastique, avec le type d'homme baptisé le clerc. Eux, ils se disaient quoi? Il faut ce que l'on appelle un bourrage de crâne. Quand nous arrivons au 16e, c'est un changement de paradigme. Il y a un changement de perception du point de vue de la société. C'est la raison pour laquelle eux, ils l'appellent la Renaissance. L'homme se renaît sous l'angle des valeurs positives. C'est l'homme qui croit à la supériorité culturelle. C'est la raison pour laquelle eux, ils se disent tout simplement, c'est la découverte de l'homo viator, c'est l'homme qui se déplace, l'homme qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a découvert. 1492, Christophe Colomb découvre les États-Unis. 1443, Gutenberg inventa bien entendu l'imprimerie. Maintenant, l'humanisme, c'est un projet de société. Le projet de société que Rabelais, Montaigne, Erasme de Rotterdam, avec les forces vives qui polarisent la création poétique, à savoir la Pléiade, vont tout simplement donner un changement tout neuf par rapport à l'homme par lequel ils ont voulu incarner. Et c'est la raison pour laquelle ils se définissent comme étant tout simplement l'homme humaniste. C'est l'acte de foi en l'homme.
doit arriver tout simplement à tout savoir. C'est la raison pour laquelle le devise étant de l'Antiquité, connais-toi toi-même et deviens-tu tué. Apprendre à se connaître est le meilleur des soins. Devant permettre quoi? Devant permettre à rappeler dans Garde Dieu a dit tout simplement: mon fils, je t'engage à n'exceller que ces deux schémas, la vertu et le savoir. Donc les humanistes font la promotion des valeurs positives. Ils font la promotion du savoir. C'est l'exercice de la raison. Tout ça permettrait à l'élève à comprendre dans une dissertation qu'il faut une stratégie argumentative. Vous ne pouvez pas entrer dans une analyse littéraire et de facto vous vous rebondissez au XXe siècle. Mais par où sommes-nous passés avant d'arriver au XXe siècle? Nous ne sommes pas arrivés au XXe siècle. L'histoire de la littérature française, c'est une histoire faite à partir, bien entendu, historiquement parlant, à partir des courants littéraires. C'est la raison pour laquelle, quand on vient au XVIe siècle, on a un courant qui veut tout simplement montrer que l'homme n'est pas né bête, que l'homme n'est pas né ignorant, que l'homme n'est pas né illettré. Il faut tout simplement le sensibiliser, il faut le conscientiser. Par le biais de quoi? Par le biais de deux éléments. La pratique physique et la pratique par le biais des livres. Ce que l'adage dit, un esprit sain dans un corps sain. Autrement dit, il fallait tout simplement analyser l'homme, leur donner le temps à la récréation, leur donner le temps tout simplement au divertissement. Pensons tout simplement à l'abbaye de Thélème. C'est écrit par Rabelais. Dans l'abbaye de Thélème, Rabelais essaie tout simplement à montrer le type d'homme proposé par les humanistes. Au fronton de l'abbaye de Thélème est écrit quoi? Fais ce que tu voudras. Fais ce que tu voudras. Voilà ce qu'ils ont mis. Et c'est la convocation des garçons de 16 ans et des garçons de 16-18 ans, des filles également de 4 ou 16 ans. Est-ce que ça leur devrait permettre à aller à la débauche? Non, parce que des gens bien nés, bien formés, dit Rabelais, ont ce que l'on appelle un aiguillon de honneur qui les pousse à la vertu et tout simplement les détourne par rapport au vice. Donc le projet par lequel les humanistes ont voulu, c'est le projet devant permettre à placer l'homme au-dessus de tout. C'est la croyance, c'est la confiance optimiste en l'homme. L'homme est au-dessus de toutes les valeurs. D'ailleurs, Rabelais l'a clairement dit que rien ne te soit inconnu. Au XVIe siècle, on se disait tout simplement que l'homme doit tout connaître, que rien ne te soit inconnu. C'est la raison pour laquelle on a des personnages, des géants. Donc, l'humanisme se veut tout simplement une école de la promotion des valeurs positives. Et se veut également une école de la promotion de référents. C'est une école de la promotion de l'homme exemplaire. C'est la raison pour laquelle dans une analyse littéraire, et souvent les élèves de la terminale croient qu'il y a tout simplement la terminale qui compte. Or non, nous avons appris que la terminale n'est que l'accumulation des classes de la seconde et de la première. D'ailleurs, en terminale, on n'apprend qu'un seul courant littéraire, c'est le surréalisme. Donc, les autres courants littéraires, l'élève l'a passé en revue. Il y a depuis la seconde avec l'humanisme, le classicisme, l'esprit des Lumières. Plus le 19e siècle avec ses 5 courants littéraires, le romantisme, réalisme, naturalisme, barnard et symbolisme. Donc vous avez tout simplement une analyse faite à partir de ces courants. Maintenant, ces courants se situent par rapport à des postulats littéraires. On a appris, nous le verrons au fil tout simplement de l'analyse suivante, bien entendu les courants littéraires. Car dans cette approche qui se veut tout simplement scientifique, je vais me limiter par rapport aujourd'hui au courant littéraire, mais sous la qualification de la littérature française.
Inch'Allah, si le temps me le permettrait, prochainement également, je me placerai à expliquer bien entendu les courants littéraires ou bien les mouvements qui se sont nés également dans la littérature africaine. Mais concernant l'humanisme, l'élément fondamental, c'est que c'est un projet de société. L'homme élégant, l'homme cultivé l'emporte par rapport à l'homme sauvage, l'emporte par rapport à l'homme barbare. Il y a un élément créateur dans tous les domaines. C'est une aube nouvelle. L'homme a tendance tout simplement à se renaître, bien entendu, de son intelligentsia. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, le courant qui suit l'humanisme, qu'on appelle le classicisme, c'est le XVIIe siècle. Au classicisme, on a un courant qui se définit comme également la recherche de l'homme idéal, qui se définit comme étant la recherche de l'honnête homme. C'est l'honnête homme. Définissez l'honnête homme, c'est l'homme qui est cultivé. Définissez l'honnête homme, c'est l'homme qui n'est pas pédant. Définissez l'honnête homme, c'est l'homme qui est modeste, c'est l'homme qui est simple. C'est l'homme qui dit tout simplement que je ne sais absolument rien, pour ne pas paraphraser Socrate. Donc, il est question tout simplement du classicisme, à se faire également un prolongement même de l'humanisme. Car les classes m'ont clairement montré et classé tout ce qui est digne d'être enseigné dans les classes. C'est la raison pour laquelle vous avez le lycée Maliksi, le lycée Seydina Limamoulaye, le lycée Ahmadou Ndack. Pourquoi? Parce que ce sont des classiques, ce sont des individus référentiels, ce sont des individus exemplaires, ce sont des individus susceptibles d'être imités. C'est la raison pour laquelle au classicisme, on se fonde par rapport au critère de l'exemplarité, au détriment du critère de l'originalité. Ce n'est pas l'originalité, mais l'homme se définit par son mérite personnel. D'ailleurs, dans la littérature française, nous le verrons quand nous arrivons à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a l'abolition des privilèges devant permettre aux individus à les traiter sur le même pied. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai acquis du point de vue savoir? L'homme ne se définit pas par rapport à sa descendance. L'homme se définit par rapport à son mérite personnel. C'est la raison pour laquelle eux, ils se disent quoi? On va mettre sur pied l'homme idéal, connu sous le terme l'honnête homme, l'homme qui a l'art de partager avec délicatesse, l'homme qui est courtois, l'homme qui est ouvert. Donc, dans une dissertation, dans une stratégie argumentative, l'élève n'a pas droit tout simplement à se dire que notre classicisme, humanisme ne sont plus maintenant à l'objet d'une analyse. Au contraire, bien entendu, ça participe bien dans une analyse approfondie et dans une analyse constructive même, permettant à l'élève à avoir un développement qui est pertinent. Car la recherche, c'est quoi? C'est que l'actualité du moment devrait se connecter par rapport au livre. Nous, ce que nous faisons, c'est une analyse littéraire, je le rappelle, mais une analyse qui s'inspire de l'actualité avec une connexion bien entendue suivant les livres, car l'écrivain reflète les éléments de son époque, l'écrivain reflète les temps forts de son époque. Agrippa de Beignet, c'est du XVIe siècle à la dimension du XVIIe siècle, écrit Agrippa de Beignet, mais donne ce que l'on appelle les tragiques. Mais que racontent les tragiques? C'est les guerres de religion devant opposer protestants et catholiques. Le massacre de la Saint-Barthélemy est un élément fondateur de la création tout simplement de l'œuvre poète Agrippa de Beignet intitulée Les Tragiques. Donc, si Agrippa de Beignet s'engage à faire un témoignage sincère à partir de ses vers, et sans se dire tout simplement que c'est l'actualité temps fort de son livre. C'est la raison pour laquelle dans une analyse littéraire, dans une analyse se fondant sur la dissertation, même dans le commentaire pour ouvrir une petite brèche, l'écrivain se contextualise par rapport
son époque, l'écrivain se contextualise par rapport à son genre littéraire et l'écrivain se contextualise par rapport également à son courant littéraire. Vous ne pouvez pas, on vous donne un écrivain par exemple, Léopold Sédar Senghor, mais si l'élève arrive à dire tout simplement que Léopold Sédar Senghor appartient à la littérature africaine, bien entendu, mais il est de quel mouvement? Parce que Léopold Sédar Senghor n'est pas Ferdinand Oyono. Ferdinand Oyono n'est pas Fatou Diop. Fatou Diop n'est pas Abdourahmane Waberi. Abdourahmane Waberi n'est pas Dambourdio Marachera, mais ils sont dans quel courant littéraire? Il faut expliquer clairement que l'écrivain est issu d'un courant, il faut le contextualiser et que relate ce courant littéraire, qu'exprime ce courant littéraire. Si Senghor est de la négritude, comment la négritude se définit? Non pas c'est César en commun, c'est Damas, mais comment la négritude se lit sous la philosophie de Senghor. Donc dans un commentaire également, les courants littéraires ont leur apport nécessaire et participent à l'éclaircissement et à l'éclatement des vers si nous sommes à la poésie ou bien tout simplement des lignes si nous sommes à la prose. Mais l'essentiel en est que lorsque l'élève analyse bien le sujet de la dissertation comme le sujet déjà donné par M. Camara, mais il l'articule en fonction bien entendu des courants littéraires. C'est suivant les temps forts, suivant bien entendu les époques, tout comme également les âges, que l'élève arrive à donner une stratégie argumentative d'une façon progressive. C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez au classicisme, il y a un changement du point de vue perception de genre. À l'humanisme, Rabelais, Montaigne, Erasme Rotterdam faisaient la promotion du roman. Arrivé tout simplement au XVIIe siècle, la promotion par rapport à l'esthétique des gens se fonde sur le théâtre. Les élèves de la Témoin ont déjà vu ce que c'est le théâtre. Donc, arrivé au XVIIe siècle, on a ce que l'on appelle le théâtre, avec une distinction nette des genres. La comédie, représentée par Molière, la tragédie, incarnée par Corneille, Racine, vous avez la comédie incarnée par Molière, vous avez également la tragédie incarnée par Corneille dans le Cid, vous avez la tragédie incarnée par Racine également dans ce que l'on appelle Phèdre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agirait pour eux à reprendre la fameuse phrase de Horace: castigare ridento mores, autrement dit, corriger les mœurs de la société en faisant rire. Donc, l'idéal c'est quoi? Le théâtre a une vocation dénonciatrice. Molière, en écrivant Tartuffe, dénonce tous les faux défauts du XVIIe siècle. Et pourquoi pas aujourd'hui? Parce que nous avons vu effectivement que l'univers sénégalais est peuplé bien entendu de faux marabouts et d'imposteurs, voire de charlatans. Et pour autant, c'est depuis le XVIIe siècle que Molière représenta sur cette Tartuffe. Il passe en revue les éléments de la société, il passe en revue les anomalies de la société du XVIIe siècle. Le but de la littérature, c'est apporter une correction par rapport à ce qui ne va pas à la société. Et effectivement, dans la société du XVIIe siècle, plus précisément dans la société française, mais il y avait véritablement parlant beaucoup de problèmes devant permettre à secouer la conscience de certains intellectuels, leur pousser tout simplement à écrire autant
C'est la raison pour laquelle l'homme classique arrive à détecter au sein de la société, car il y a deux éléments. L'homme, connu sous le nom d'individu, du latin individus, qui est inséparable avec la société, doit nécessairement avoir un comportement par rapport à cette dernière. Pourquoi? Parce que les classiques ont réussi à énumérer un certain nombre de mots, ont réussi à énumérer un certain nombre de tares. C'est la raison pour laquelle, pour les classiques, la société est faite tout simplement d'hypocrisie. La société est faite également de vantardise. Et la société est faite également de flagornerie. Pensons aux fabuleux Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. In fine, La Fontaine dira quoi? Méfiez-vous de ce qui vous flatte. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que la société est faite tout simplement de flatteurs. La société est faite également d'hypocrites. C'est la raison pour laquelle Molière le représente sur scène. Et la société est faite également de vantardise. Il y a beaucoup d'individus qui manifestent leur jeu. Ce qui a été d'ailleurs détestable chez les classiques. Car dès le 17e siècle, Blaise Pascal disait quoi? Le moi est haïssable. Conjuguer l'homme à l'impersonnel. Je ne vaux absolument rien. C'est la raison pour laquelle, au XVIIe siècle, l'écriture est soumise à la non-personne. L'homme ne doit pas tout simplement se faire montrer, il doit se fondre dans la masse. Il ne doit pas manifester son moi personnel. D'ailleurs, Descartes le disait dans le discours de la méthode, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Devant permettre quoi? Devant permettre aux classiques à vouloir tout simplement analyser l'individu sous deux angles. Car l'homme ne se définit pas dans le paraître, analyser ce qu'il cache. L'homme ne se définit pas dans ce qu'il montre, analyser réellement parlant ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle au classisme, on essaie de comprendre l'intérieur de l'homme. C'est ce que les Wolof appellent le bamélobir. Il faut essayer tout simplement à analyser l'intérieur de l'homme. Car la littérature n'a pas vocation à dénoncer, mais la littérature a vocation tout simplement à expliciter et à clarifier les anomalies de la société pour que tout simplement l'individu arrive à mieux se positionner, arrive également à mieux se repérer. C'est la raison pour laquelle le classicisme s'installe comme étant un courant novateur avec en toile de fond l'honnête homme. L'homme qui partage l'art de la conversation, l'homme qui partage l'exercice de la raison. C'est la raison pour laquelle dans son art poétique, Boileau disait quoi? Aimer la raison. Premier critère. Deuxième critère, jamais de la nature il ne faut s'écarter. Aimer la raison et que jamais de la nature il ne faut s'écarter. Autrement dit, l'œuvre littéraire doit nécessairement analyser l'homme. Donc c'est une analyse fondamentale qui se fonde exclusivement que sur l'homme masculin et féminin. Le classicisme a vocation donc à représenter sur scène, par le biais du théâtre, les éléments, les imperfections tout simplement des individus. Donc, si je résume très bien, de l'humanisme vous avez l'homme qui se veut cultiver, de l'humanisme vous avez l'homme qui se veut tout simplement abolir les privilèges personnels, de l'humanisme vous avez également liberté, égalité, fraternité. Tous les individus naissent libres et demeurent égaux. De l'humanisme vous avez la fraternité, tous les individus sont frères. Et de l'humanisme, vous avez la liberté. Chaque individu a la liberté d'exercer sa religion. Que vous êtes calviniste, que vous êtes protestant, que
que vous êtes catholique, vous avez la liberté d'exercer votre religion. C'est la devise française, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Parce que les guerres de religion n'ont pas donné une image réduisante de la cité française. C'est la raison pour laquelle, de facto, arrivé tout simplement au XVIIe siècle, l'honnête homme se veut tout simplement la concrétisation d'une société vivable, la concrétisation d'une société idéale et la réalisation d'une société parfaite. C'est la raison pour laquelle les animateurs ont réussi à mettre sur pied l'exercice de la raison. L'homme doit suivre la raison au détriment de son cœur. Arrivé au XVIIIe siècle, la réflexion est beaucoup plus poussée car le classicisme a posé un type d'homme. Je l'ai dit tantôt, dans chaque courant littéraire, vous avez un type d'homme. À la Renaissance, vous avez l'humanisme. Au classicisme, vous avez ce que l'on appelle l'homme idéal, ce que l'on appelle l'honnête homme. Arrivé au XVIIIe siècle, communément appelé l'esprit des Lumières ou bien le siècle des philosophes. L'esprit des Lumières, car le mot lumière est pluralisé. Ou bien siècle des philosophes, car la raison n'est pas l'apanage d'une seule personne. La lumière n'appartient pas à un seul individu. C'est la devise tout simplement des étudiants. Lux mea lex. Lux lucis. Lex legis. Lux mea lex. La lumière est ma loi. La lumière comme connaissance, la lumière comme savoir est tout simplement ma loi, c'est mon avocat. C'est la raison pour laquelle l'université ne devient pas le temple du savoir, mais c'est le temple de la critique. Car la lumière vous permet à avoir autant de critiques. Donc on doit fructifier la critique au détriment réellement parlant du savoir. Car la critique est le reflet et fille bien entendu du savoir. C'est la raison pour laquelle quel est le type d'homme par lequel les lumières ont mis sur le pied? C'est l'intellectuel. Ils ont mis sur pied, le type d'homme est intitulé l'intellectuel. C'est la raison pour laquelle il y a une légère dichotomie que l'élève doit se faire. Si on dit tout simplement siècle des philosophes, ce n'est pas philosophe à la dimension de Platon, Aristote, Bergson, Nietzsche, Socrate, non. C'est siècle des philosophes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un siècle qui fait la promotion de la critique. Pourquoi? Parce que l'intellectuel d'alors se définit par la critique. Voltaire dans Candide recommanda aux individus du XVIIIe siècle de ne rien accepter. Si tant que bien entendu, vous ne le faites pas passer par le baromètre de la raison. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Kant le disait au XVIIIe siècle: aie le pouvoir, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des philosophes. La raison est à l'égard du philosophe, comme la grâce est à l'égard du chrétien. Autrement dit, le philosophe, l'intellectuel au XVIIIe siècle se définit sous trois éléments. Intellectuellement, moralement, socialement. Intellectuellement, c'est l'individu qui ne se fie qu'à la raison. Je me fie à la raison, se fier à la raison. Tout élément devrait nécessairement être passé au crible par la raison.
Moralement, c'est l'individu qui croit au progrès. Comme l'a si bien dit Jean-Paul Sartre, l'homme a son avenir entre ses mains. Ma réussite ne dépend pas d'un quelconque Dieu, mais ma réussite appartient bien entendu à ma détermination personnelle. C'est combien je me détermine et voilà le résultat. Combien je ne m'engage pas et voilà également le résultat. C'est la raison pour laquelle eux, ils étaient dit quoi? C'est l'homme au progrès, l'homme qui croit que sa définition est entre ses deux doigts. Socialement, c'est l'homme qui sait vivre et qui sait faire vivre. C'est l'homme qui sait vivre et qui sait également faire vivre. C'est ce que l'on appelle en Wolof mais également. C'est la raison pour laquelle, au XVIIIe siècle, on se fondait par rapport à ça. Il y a l'exercice de la raison qui est mis au-dessus de tout. Avec Voltaire, Denis Diderot, D'Alembert, Descartes. Il est question de quoi? Il est question à s'opposer à l'anticléricalisme religieux. On s'oppose par rapport au dogmatisme car estime-t-il la religion constitue un frein à l'épanouissement des individus, c'est l'épanouissement intellectuel bien entendu. La religion constitue un blocage technique du point de vue de l'avancement des connaissances. C'est la raison pour laquelle eux, ils avaient mis sur pied ce que l'on appelle l'intellectuel. Et ils l'avaient représenté sous différents genres littéraires. Il y a ce que l'on appelle Beaumarchais qui avait représenté sur scène, c'est-à-dire sur le théâtre bien sûr, le mariage de Figaro. Où Beaumarchais s'insurge contre l'injustice taxée au pays du tiers-monde et tout simplement le laxisme par lequel également les pays non développés ont été conditionnés. Et deuxième élément également, Beaumarchais le conteste tout simplement dans le mariage de Figaro car il est question tout simplement de représentation théâtrale. Et dans une représentation théâtrale, il vise également à dénoncer certaines pratiques peu communes à la société française. Et vous avez également D'Alembert, vous avez Diderot, vous avez également Descartes, ils ont publié des œuvres romanesques, vous avez Diderot, Jacques le Fataliste, ainsi de suite. Donc il est question de quoi? Il est question tout simplement, lorsque nous sommes dans l'analyse littéraire, plus précisément dans l'approche par rapport au courant littéraire, la vocation se veut tout simplement un diagnostic constructif devant permettre à avoir un background assez conséquent, lequel background lui permettra dans une réflexion de dissertation, dans une réflexion de commentaire et dans une réflexion véritablement parlant de discussion, car n'oubliez pas qu'en résumé, vous avez la discussion, or la discussion elle est d'ordre littéraire. Que l'élève arrive à avoir les arguments lui permettant à défendre sa thèse. Que l'élève arrive à avoir les arguments lui permettant également à défendre l'antithèse et à pouvoir également structurer l'élément de la synthèse. C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez au XVIIIe siècle, la promotion mise sur pied, c'est tout simplement l'intellectuel. Et l'intellectuel se définit tout simplement à partir de la raison, à partir tout simplement du savoir. Métaphoriquement parlant, l'esprit des Lumières, c'est la traversée de l'obscurité de la nuit à la lumière du jour. C'est la traversée de l'obscurité de la nuit car les individus estiment qu'ils sont profonds, enfoncés dans des nuits profondément ténébreuses et bienvenue maintenant la lumière fiat lux. Maintenant, comme la lumière se rejaillit, on se donne rendez-vous maintenant à une analyse du savoir en approfondissement par rapport
rapport également au savoir. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, la deuxième heure sera réservée au 19e siècle, qui se veut également une multitude de courants littéraires. Car du 16 au 18e siècle, les individus, comme nous l'ont enseigné nos professeurs à l'université, ces individus-là, ça fait tout dans tous les domaines. C'est arrivé au 18e siècle qu'il y a une parcellarisation du savoir. Mais du 16e au 18e siècle, l'homme connaît tout dans tous les domaines. Rabelais le spécial dans tous les domaines. Molière pareil, Ronsard, ainsi de suite. Donc, à la deuxième séquence, nous verrons également le 19e siècle et les courants également qui sont donnés rendez-vous avec leurs approches, tout comme également les gens par lesquels ils sont donnés rendez-vous. Voilà, je vous remercie. Voilà, bonjour encore. Chers internautes, amis sur la plateforme Facebook Prépa 2021. Toujours en poursuivant l'analyse littéraire se fondant sur la stratégie argumentative par rapport à la dissertation, le commentaire, voire également la discussion. Je vais commencer l'approche à partir du 16e siècle. Montrer comment le 16e siècle arrive à mettre sur pied l'humanisme. L'homme de la culture, l'homme poli, l'homme citoyen. Et comment l'humanisme arrive à trouver son prolongement au XVIIe siècle, baptisé le classicisme. Type d'homme honnête homme. Honnête homme, défini comme étant l'homme digne, modeste, humble. L'homme qui s'efface, lui permettant à supprimer son je personnel en remplaçant par le il. C'est la raison pour laquelle Pascal disait le moi est haïssable. Donc, c'est l'individu qui veut tout simplement être modeste, c'est l'individu qui veut tout simplement être humble, c'est l'individu qui veut tout simplement être simple. Vous quittez le classicisme avec l'honnête homme, on arrive dans ce que l'on appelle le 18e siècle, communément appelé le siècle des philosophes. À ne pas confondre philosophe avec la philosophie telle que l'enseigne le prof de philosophie. Le siècle des philosophes qui est esprit des lumières. Esprit des lumières. C'est un siècle qui promeut la raison avec en toile de fond l'intellectuel, l'homme qui sait. Donc l'esprit des lumières met sur pied l'intellectuel. L'intellectuel a comme clé de compréhension du monde la raison. L'homme doit fonctionner avec la raison et non pas le cœur. C'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez au XVIIIe siècle, la quasi-totalité de ces doctes ont voulu tout simplement changer le regard porté sur la religion en s'opposant bien entendu au cléricalisme, en s'opposant bien entendu au dogmatisme religieux. D'ailleurs, on les appelle des progressistes, pour ne pas dire des athées. Ce sont des individus qui croient au progrès. Ça disait quoi? L'enfer, ce sont les autres. Donc, les 18e avaient mis sur pied la création de l'intellectuel qui se définit par le bien de la raison, car l'homme doit être utile et se faire utile à la société. Car l'homme doit transformer sa vie en victoire, en quoi faisant? Par le biais tout simplement du savoir. C'est la raison pour laquelle, si on lit même Mariamaba dans une si longue lettre,
il y a cette redondance par rapport au savoir, cette redondance par rapport à la raison, cette redondance par rapport à la signification de l'homme sur la société. La romancière, en comptant tout simplement ces personnages, à savoir Ramatoulaye, convoquant ses enfants, leur dira quoi? Mes enfants, je vous recommande à cultivez-vous au lieu de contester. Il leur demande de se cultiver au lieu de se contester. C'est comme si vous lui posez la question, pourquoi cultivez-vous? Car le diplôme couronne un savoir et un labeur. C'est la raison pour laquelle, si on fait un flashback dans le passé, les disciplinus, par le biais du factrice Jean de La Fontaine, nous donnaient le laboureur et ses enfants. La leçon de morale, pour ne pas perdre autant de minutes, la leçon de morale c'est quoi? Que le travail est un trésor. Et cela était dans un commentaire, suivi dans un commentaire composé. L'élève s'attardera bien entendu par rapport à l'impératif d'un verbe travailler, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et ne repasse. C'est une recommandation, une exhortation par rapport tout simplement à l'incitation au travail, à l'abnégation au travail, à la détermination. Pourquoi? Parce que tout simplement, La Fontaine veut arriver à une conclusion finale et elle est justifiée. C'est quoi? C'est que le travail est un trésor. Cela signifie quoi? Que lorsque tout simplement vous vous cravassez et que vous avez le savoir, nécessairement c'est le labeur qui vient. Tout travail bien fait aura une rémunération méritée. C'est la raison pour laquelle le laboureur fait semblant à donner un trésor qui est caché par le biais de l'imagination. C'est une leçon par rapport au travail, une exhortation au culte du travail. Or, à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la raison semble à bien des égards céder la place à la sensibilité. Et ce courant qui promeut la sensibilité s'appelle le pré-romantisme. Le pré-romantisme. Théorisé et développé par Jean-Jacques Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, respectivement dans la Nouvelle Héloïse et dans Paul et Virginie. Il a été question de quoi? Il a été question d'une écriture centralisant par rapport à l'expression des émotions, à l'expression des sensations fortes et à l'expression des passions. Donc, arrivé à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la raison ne l'emporte plus, la raison s'effrite et se voit tout simplement complétée par ce que l'on appelle la sensibilité. C'est la sensibilité qui l'emporte. Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre ont créé ce que l'on appelle le pré-romantisme, se fondant en toile de fond sur la marque du jeu. Donc, il y a une rupture de ce que Bachelard appelle une rupture épistémologique. Et cette rupture épistémologique a été constatée depuis le XVIe siècle. Dans chaque courant littéraire, il y a cette rupture épistémologique que Gaston Bachelard également mettait dans l'art littéraire. Il est question quoi? Il est question d'arriver à la
deuxième moitié du XVIIIe siècle, la prépondérance du jeu. Le jeu se réapparaît et devient tout simplement la marque identificatrice de ces écrivains. Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre. Arrivé au XIXe siècle, Chateaubriand tout est connu, Benjamin Constant, Madame de Staël, approfondissent la réflexion en développant bien entendu la sensibilité. D'ailleurs, avec Chateaubriand, on parlait de vague des passions. Le vague des passions. C'est la raison pour laquelle, arrivé au XIXe siècle, le courant innovateur s'appelle le romantisme. Théorisé, développé d'abord par les précurseurs, Chateaubriand, dans René, Chateaubriand, dans les mémoires d'outre-tombe, Benjamin Constant, dans Adolphe, Madame de Staël, ainsi de suite. Ils ont développé et essayé tout simplement à donner des œuvres qui sont considérées comme étant de véritables bibles romantiques. Pourquoi? Parce que la révolution industrielle, résultat du machinisme, déclenchant bien entendu la pauvreté et le chômage, a fait de la société française un mélange hétérogène. Devant opérer dans cette société une bipolarisation sociale, ce que l'on appelle les ouvriers, tout comme également les bourgeois. C'est la raison pour laquelle, arrivé à cet instant, il y a combien de malheurs, il y a combien de sensations. La tristesse a atteint son comble. L'homme ne se définira pas à partir de ce moment sous l'angle de la raison, mais l'homme se définit sous l'angle de la sensibilité. Est-ce que les individus du 19e siècle ont la dose sensuelle? Car si l'homme perd la sensibilité, non, ce n'est plus l'homme qui est là, c'est tout simplement l'individu. Or, les classiques nous ont enseigné que le classisme vise le dépassement de l'individu pour arriver à l'homme. Car nous, on veut la recherche de l'homme et non pas de l'individu. L'individu, c'est tout simplement la matière, ça n'a pas de sens. L'homme, c'est l'essence. C'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez au 19e siècle, les précurseurs ont essayé à expliquer le malaise existentiel, la problématique de l'existence par rapport à l'essence. Et pour les romantiques, l'existence apparaît comme étant un vide sans signification par lequel nul plaisir, nul bonheur n'arrive à combler. La vie de l'homme romantique ressent un vide total. Il n'y a pas de signification par rapport à l'homme. Chateaubriand d'ailleurs s'interroge en disant quoi? Tout me lasse. Et je remarque avec peine mes ennuis avec mes douleurs. Et je vais partout baillant, véritablement parlant, ma vie. Autrement dit, c'est quoi? C'est véritablement, sont des individus gagnés par la fatigue. Sont des individus gagnés par les démons de l'ennui. Et que l'approfondissement philosophique, sociologique, apparaîtrait véritablement parlant avec Victor Hugo, Lamartine, Alphonse, Vigny, Alfred, Musset, Alfred. Ces quatre écrivains poétiques ont emprunté un genre
à l'existence. Hugo publie en 1856 les contemplations, Lamartine en 1820 les méditations poétiques, Vigny les destinées et Alfred de Musset également les nuits. Ces œuvres poétiques sont des interprétations par rapport à la philosophie de ces poètes et par rapport à l'interprétation et à l'intentionnalité communicative auquel véritablement parlant ces écrivains ont voulu se donner au 19e siècle. Et bien en toile de fond véritablement parlant, deux éléments auxquels les romantiques se sont réellement parlant mis en ordre de bataille, c'est le temps et c'est l'espace. L'espace, nous l'avons dompté. Si tant est bien entendu, nous avons créé des bâtiments, une façon à représenter un cours sur Facebook. L'espace, nous l'avons dompté, une façon à construire des gratte-ciels. L'espace, nous l'avons dompté car nous avons créé des tombes et des tombeaux pour tout simplement aller célébrer nos morts. Mais le temps est l'élément par lequel nous ne pouvons pas dompter. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lamartine dans les méditations poétiques. Autant suspendons votre œuvre, au propre suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les plus beaux délices de nos jours. Pourquoi? Parce que le temps n'attend pas. C'est Baudelaire qui l'appelait l'ennemi. Le temps, c'est l'ennemi de l'homme. C'est la raison pour laquelle quand on arrive au 19e siècle, avec les Victor Hugo, les Musset, Lamartine et Vigny, on assiste à une philosophie de l'existence et à une philosophie également de la vie. Si on s'appesantit sur le texte de Vigny intitulé « La mort du loup », l'élément de la douleur est quasi permanent, mais comment la douleur est interprétée? Car stoïquement parlant, pour les romantiques, ils ont hérité cette doctrine de Vélo de Tchétchène, déjà pris chez les stoïques, qui vise à dire pleurer, crier, gémir, c'est lâche. C'est la mort dans l'âme à avoir sauvegarder la grandeur. Vigny le dira dans la mort du loup, meurt sans jeter aucun cri. Car Musset le disait, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître et que nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et Vigny dans la mort du loup disait quoi? Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. La poésie romantique devient un observatoire passionnel par lequel se lisent véritablement parlant les sensations fortes et les émotions de l'âme. Se lisent véritablement parlant les sensations fortes. Car il est question pour les romantiques à interpréter l'élan de la vie face à l'éternité et tout simplement coupé par la mort. 1843, Léopold perd la vie. Un élément déclencheur, nous le verrons dans les jours qui viennent, un élément déclencheur des contemplations de Victor Hugo. C'est la raison pour laquelle, écrivant les contemplations, le poète lui-même se confie en disant quoi? Ce sont les mémoires d'une âme. C'est la provocation d'un facteur déclencheur. Et la provocation de ce facteur déclencheur est due en partie avec la mort de Léopold. C'est valable avec Senghor dans Élégie majeure ou Élégie à Philippe Maguilène, où Senghor essaiera à faire un hommage chaleureux à son fils Philippe. Ici également, au romantisme, vous avez le lyrisme, c'est l'expression du jeu. Il y a le lyrisme personnel et dans l'analyse littéraire fondamentalement parlant, surtout en dissertation littéraire, le romantisme apparaît par le biais de lyrisme, il apparaît par le biais de lyrisme social et il apparaît par le biais également de l'esthétique. Car le romantisme est un courant du 19e siècle en rupture avec les règles, le beau et le goût du classicisme.
Boileau, je l'avais évoqué plus tantôt, disait quoi? Aimer la raison. Arrivé au 19e siècle, Alfred de Musset disait quoi? Il faut déraisonner. Boileau disait, il y a que le réel qui est réel. Vigny dira, l'invisible est réel. Les classiques avaient légiféré ce que l'on appelle la législation classique avec le drame théâtral. En un jour, en un seul lieu, on se fait accomplir jusqu'à son dénouement final. Arrivé chez les romans, de Cromwell, Victor Hugo, subvertir réellement parlant la législation classique avec l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Il assouplisse véritablement parlant l'élément de la césure. Comme il l'a si bien dit dans Hernani, un peuple nouveau, et le 19e siècle c'est un peuple nouveau, art nouveau. Un peuple nouveau, art nouveau. Les classiques se disaient quoi? Tape-toi la tête, c'est là véritablement parlant qu'est le génie. Or non, arrivé au 19e siècle, le romantique dit quoi? Tape-toi le cœur, c'est là qu'est la sensibilité. C'est là qu'est la sensibilité. Ce n'est pas de l'art et la magie, c'est un soulagement de mon cœur. En réalité, le romantisme se veut une école qui promeut le lyrisme personnel. D'ailleurs, Nicolas clairement dit, la poésie est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. La poésie romantique explore, expérimente les sensations fortes. La poésie romantique devient un laboratoire par lequel le poète romantique explore véritablement parlant son moi personnel et explorera véritablement les sensations de l'âme. C'est la raison pour laquelle, que ça soit Vigny, Musset, Lamartine, tout comme également Hugo, on s'est donné rendez-vous par rapport à un changement de paradigme. Les Lumières avaient emprunté la poésie avec Voltaire Candide. Arrivé au 19e siècle, le genre qui est mis en vogue par les romantiques, c'est la poésie. Certes, ils ont composé des œuvres théâtrales, ils ont composé des œuvres romanesques, car Victor Hugo est protéiforme. Musset a écrit Lorenzaccio, c'est une pièce théâtrale. Vigny a écrit Chatterton, c'est une pièce théâtrale. Lamartine a écrit également une pièce théâtrale avec ce qu'on appelle les caprices de Maria, on ne badine pas avec l'amour, ainsi de suite, sont des pièces théâtrales. Cela n'en demeure pas moins que la définition qu'on porte sur les romantiques, c'est la définition de poète. Ils sont des poètes. Étant des poètes, ils sont animés véritablement par l'inspiration. Nous le verrons dans la poésie proprement. Ils sont animés par ce que l'on appelle l'inspiration. Donc le romantisme, dans la première moitié du 19e siècle, affichera un visage sensationnel, affichera un visage émotionnel et affichera un visage fait tout simplement de sensibilité. Mais dans la deuxième moitié du 19e siècle, le poète romantique change véritablement parlant de veste et change également de couverture. L'art ne devient pas la promotion des effusions lyriques, mais l'art devient expression et préoccupation sociale. C'est la raison pour laquelle dans les fonctions du poète, Victor Hugo le disait, peuple, écoutez le rêve sacré, car lui seul a le front éclairé. Le poète en des situations impies doit préparer des lendemains meilleurs. Il a les pieds ici-bas, les yeux ailleurs, toujours pareil au prophète. Raison pour laquelle il doit flamboyer l'avenir. Et à Lamartine de dire, honte à qui peut chanter pendant corrompre. La poésie devient, chez les romantiques, une arme de dénonciation des injustices. La poésie devient, chez les romantiques, une arme de critique par rapport à l'instabilité institutionnelle, car il faut également le noter. Au 19e siècle, la France est dans une tergiversation institutionnelle. On nous sommes passés tout simplement du consulat à l'empire, la restauration et la république. Il y a un incessant tâtonnement institutionnel. Raison pour laquelle, arrivé au romantisme, on se pose les véritables interrogations
c'est Hugo qui se disait tout simplement qu'arrivé au 19e siècle, les temps sont devenus dramatiques. Car il est question pour tout simplement le poète à trouver des moyens selon lesquels il faut placer la société sous l'angle tout simplement de l'oasis. C'est un arbre de paix, un milieu propice à la réflexion. Et les romantiques se sont déjà mis en arbre de bataille par rapport à ça. C'est un courant protéiforme et c'est un courant qui a plusieurs visages du point de vue esthétique. Hugo l'a clairement dit. Répondant à la question le romantisme, Hugo dira c'est le libéralisme de l'art. Donc le romantisme est venu déconstruire le blason classe et reconstruire un tissu tout neuf avec un toile de fond léger. Lisez les contemplations à la 4e barre de couverture, Hugo le dit clairement. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent je. Comment ne le sentez-vous? Insensé qui croit que je ne suis pas vous. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Autrement dit, le moi romantique n'est pas un moi singulier, mais devient un moi universel. Donc c'est un courant qui a renouvelé l'art dans tous les domaines. Et c'est un courant qui a renouvelé l'esthétique. Et l'a libéré des contextes, des contingences syntaxiques. Elle a libéré véritablement parlant des normes syntaxe de la versification classique. L'art doit nécessairement obéir à une indépendance totale. C'est la liberté par rapport au génie créateur. Et c'est la raison pour laquelle au romantisme apparaît ce que l'on appelle la poésie libre. Car on a deux sortes de poésie. La poésie fixe avec le sonnet, rondo, ballade, panto, ainsi de suite. Et on a ce que l'on appelle la poésie libre, ne se soumettant à aucune norme émanant de la versification classique. Et les romantiques ont été à l'honneur de ça, ont été à l'honneur même du trimestre romantique, se posant sur le rythme ternaire. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Dans une analyse de la beauté du texte littéraire, c'est lié à partir tout simplement de ça. Comment le rythme arrive tout simplement à être ternaire. Et comment le poète travaille le rythme croissant, comment il travaille le rythme décroissant. Et les romantiques se sont donné rendez-vous par rapport à ça. Car c'est un courant révolutionnaire, c'est un courant également qui se veut une esthétique toute nouvelle. C'est la raison pour laquelle ils ont emprunté ce qu'avaient déjà emprunté les classiques. Mais le traitement du point de vue opération sur le langage n'est pas le même. Le traitement du point de vue cristallisation du mot également, ce n'est pas le même. Et que les romantiques se donnent rendez-vous par rapport à cette entreprise. La littérature, ce n'est pas tout simplement les thèmes nouveaux. Mais c'est comment le jeu se fait par le biais du langage. La littérature, c'est tout simplement le traitement par rapport aux mots. L'écrivain est dans un atelier par lequel il travaille les mots. Baudelaire dit clairement, vous m'avez donné de la boue, j'en ai fait de l'or. La littérature, c'est une façon tout simplement à travailler la créativité, à travailler tout simplement l'élément nouveau. Et c'est cette étincelle toute nouvelle que tout simplement le poète romantique se veut dans son texte. Revenons maintenant par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle, un autre courant poétique va également se naître et va se contredire par rapport tout simplement à la poéticité romantique. Ce courant poétique s'appelle le Parnasse. J'ai voulu faire une étude pertinente dans la mesure où, si je rebondis directement sur le réalisme et le naturalisme, ce sont des courants qui ont succédé au romantisme, mais les réalistes, tout comme également les naturalistes, c'est une parenthèse que j'aimerais préciser, c'est des écrivains qui ont emprunté un genre nommé le roman. Pour que l'analyse soit plus pertinente et plus cohérente, mieux vaut faire l'étude comparative entre le romantisme
romantisme, car ces trois courants littéraires ont un dénominateur commun. Ce sont des poètes. Ils ont emprunté la poésie. Mais la perception poétique diffère du poète parnassien par rapport au poète romantique. Pour les parnassiens, l'art n'a pas vocation à exprimer les sensations de l'âme. L'art n'a pas vocation à se mêler les mains dans la société. L'art n'a pas vocation également à nous parler de la vie courante. L'unique finalité de l'art, nous dit-il, c'est la beauté. Donc, l'art a une seule vocation, c'est arriver à faire la promotion du beau. C'est la raison pour laquelle eux ils disent quoi? Il n'y a de véritablement beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile, les casques sur des livres, l'œuvre sort plus belle, d'une dimension plus rebelle. En réalité, pour les parnassiens, il a été question de quoi? Il a été question tout simplement que le poète se donne comme étant un transformateur. Et tout simplement un créateur. Le poète est transformateur, le poète est créateur. Il est transformateur à partir des mots ordinaires. Je l'ai cristallisé à la fonction d'une inspiration cohérente. Autrement dit, les mots ordinaires que nous utilisons dans le langage quotidien, le poète peut arriver tout simplement à les travailler à telle enseigne que soit les mots reflètent la douceur, soit les mots reflètent l'agressivité, soit les mots reflètent également d'autres fonctions. Prenez le cas de Césaire, lisez Césaire, discours, comment dire, cahier de retour au pays natal. Dès longtemps, vous n'avez pas le discours carré, vague de filet de lâche. Les larmes de l'espace, je te déteste. Donc là, c'est un langage purement insultant. Ce n'est pas la même chose avec Senghor, femme noire, vêtue de ta couleur qui est, ta forme qui est protégée, grandi à son nom, la douceur de tes mains par des yeux. Et voilà qu'au cœur de l'épidémie, je te découvre, tes promis du Hodo, et ta beauté me faudra en plein cœur comme l'éclair d'un aigle, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, le discours se diffère d'un poète agressif à un poète qui n'est pas agressif, mais qui est tout simplement, qui caresse le discours et qui tout simplement vise également à rendre la sensation beaucoup plus forte. Si vous prenez deux dialogues de Victor Hugo, non, c'est le même tempo. Demain dialogue, à l'eau blanchir la campagne, je partirai. Vois qui je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Ainsi de suite. Il est question de quoi? Il est question d'un Victor Hugo qui s'apitoie dans son sort. C'est question d'un Victor Hugo complètement gagné par l'élément de la mort. C'est la raison pour laquelle l'art pour les parnassiens, le poète parnassien travaille ce que l'on appelle le langage. Et la littérature, par le biais de la poésie, le roman, le théâtre, c'est un travail sur le langage. Ça, c'est de rappeler jusqu'à aujourd'hui. L'unité de base nous apprend les écrivains, mais c'est le mot. Le poète travaille véritablement les mots, car comme l'a si bien dit la prière, tout a été déjà dit. Il n'y a pas de thème nouveau. La créativité, c'est la manière. La Fontaine l'a clairement dit, mon originalité n'est pas dans la matière, mais dans la manière. Car les thèmes ont été déjà depuis Orphée, depuis Homère, depuis Horace. La fuite du temps, la mort, l'engagement, les enjeux politiques, tous ont été passés en revue. Arrivé au 19e siècle, plus précisément avec les parnassiens, il faut tout simplement redorer un blason neuf. Et comment redorer ce blason? Nous le redorerons à partir tout simplement de l'art pour l'art, la beauté, au service exclusif de la beauté. Et donc, je le dira dans un recueil poétique intitulé Espagnol. Reprenant une dialectique entre le poète et la foule, le poète et la montagne dira tout simplement au poète, poète, à quoi sers-tu? Le poète répond en lui disant quoi? Je me sers à donner la beauté, je me sers à
exprimer la beauté, la poésie. Le roman, le théâtre vise tout simplement l'élément de la beauté. Plus spécifiquement, la poésie. La poésie est un art du langage, comme l'a si bien dit Aristote dans la poétique. Est un art du langage, donc le poète est dans un atelier d'exploration des mots. Suivant consonne voyelle, il arrive tout simplement à nous donner un chef-d'œuvre poétique. Et c'est la raison pour laquelle Théophile Gautier, Théodore de Banville, le chef de file, le comte de Lille, José Maria de Errega, se sont donné rendez-vous par rapport à une exploration et à un maniement du langage. Voilà tout simplement ce qu'il fallait montrer concernant le 19e siècle. Peut-être qu'il y a un courant qui reste, c'est le Parnasse, au cours suivant, Inch'Allah. Donc, après, Inch'Allah, je passerai en revue le symbolisme pour tout simplement revenir une autre fois, m'appesantir sur les deux autres courants qui restent à oui. À savoir le réalisme et le naturalisme. Voilà, je vous remercie. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des Valeurs.